Tout ce que vous croyez savoir sur les femmes est un mensonge. Non pas parce que vous êtes stupide ou inattentif, mais parce que vous observez leur monde à travers la vitre blindée de votre corps et de votre esprit d'homme. Vous pouvez vivre 20, 30, 40 ans avec une femme sans jamais réellement comprendre ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Vous entendez les mots, mais vous n'en percevez pas les causes. Vous voyez les larmes, mais vous en ignorez la source. Vous êtes confronté à sa logique qui vous semble absurde, car vous tentez de lui appliquer vos propres standards masculins. Les plus grands esprits de l'humanité de Freud à Carl Jung ont consacré leur vie à dessiner la carte de ce continent mystérieux appelé l'âme féminine. Ils nous ont donné les concepts d'anima, d'inconscient, de libido. C'étaient des cartographes géniaux. Mais aucun d'eux n'a jamais vécu une seule journée sur cette terre. Ils ont dessiné les cartes, mais nous partons aujourd'hui en expédition au cœur d'une expérience de pensée brutale mais honnête. Je vous le promets, vous ne tiendrez pas 24 heures. Mais si vous parcourez ce chemin jusqu'au bout 7 jours virtuels, seulement votre compréhension du monde changera à jamais. Vous cesserez d'essayer de la comprendre. Vous commencerez à la ressentir. Et à cet instant, vous ne serez plus seulement son mari ou son amant. Vous deviendrez cet homme unique qui la voit véritablement. Et cela vous donnera un pouvoir dont vous n'aviez même pas rêvé. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons jour 1. Le choc et la peur primitive. Vous émergez du sommeil non pas au son strident d'un réveil, mais lentement, à contre-cœur, comme si l'on vous poussait à la surface d'une eau chaude et obscure. Dans votre tête, il reste des bribes de rêves masculins. Vous résolviez un problème complexe, vous argumentiez, vous planifiez. Mais quelque chose cloche. Quelque chose ne va pas dans la physique de ce monde. Une étrange lourdeur vivante pèse sur votre poitrine. La première pensée cousue dans vos réflexes masculins est un problème cardiaque. L'anxiété monte. Vous posez votre main sur votre poitrine pour vérifier votre pouls et vos doigts s'enfoncent dans quelque chose de mou d'élastique, de totalement étranger. Le sommeil s'envole instantanément, remplacé par un choc glacial et limpide. Ce n'est pas de la graisse, ce ne sont pas des muscles, c'est une poitrine de femme. Vous vous asseyez brusquement dans le lit, ou du moins vous essayez de le faire comme d'habitude d'un coup sec, en contractant les abdominaux, mais le corps réagit différemment. Il ne vous obéit pas. Le mouvement est plus fluide, plus ondulant, et le monde vacille un instant devant vos yeux. Votre gyroscope interne est déréglé. Le centre de gravité qui a toujours été au niveau de votre plexus solaire a glissé vers le bassin. Vous regardez vos mains. Elles sont plus fines, plus délicates, les ongles plus longs, la peau plus lisse. Ce ne sont pas vos mains. Vous posez les pieds sur le sol et c'est un événement en soi. Vos pieds vous semblent plus petits et le premier pas vers la salle de bain est un exercice d'équilibriste. Vous sentez vos hanches se balancer en marchant. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que c'est désormais votre biomécanique. Votre corps, cet organisme masculin fiable, prévisible comme un bon outil, a disparu. On vous a transféré dans ce corps flexible, sensible, inconnu et terriblement vulnérable. Vous atteignez la salle de bain, évitant de regarder votre reflet dans l'écran sombre de la télévision. Vous avez peur, mais il est impossible de repousser l'échéance. Vous levez les yeux et regardez dans le miroir, et c'est elle qui vous regarde, une inconnue d'une quarantaine d'années, fatiguée avec vos yeux effrayés. À cet instant, votre cerveau cherche une explication logique, un rêve, une farce, une hallucination. Vous ouvrez le robinet et vous vous éclaboussez le visage d'eau froide. Les sensations sont nouvelles. La peau réagit au froid plus intensément et les gouttes glissent différemment, épousant les contours plus doux des joues. Mais rien ne change. L'inconnu dans le miroir répète chacun de vos mouvements et alors survient la prise de conscience comme un coup physique dans l'estomac. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Vous êtes un pilote à l'intérieur d'un chasseur étranger, un fantôme dans une machine qui n'est pas la vôtre, et il n'y a pas d'issue. Votre regard tombe sur l'étagère. À côté de votre déodorant solitaire,
et de votre rasoir se dresse une véritable armée. Des dizaines de pots de tubes de flacons sérum tonique, eau micellaire, masque gommage peeling. Vous prenez un flacon. L'odeur est florale complexe. Pour vous, c'était juste un parfum de femme. Maintenant, vous comprenez que c'est un monde entier avec ses propres lois et rituels. Ce monde qui vous paraissait être une lubie se révèle une nécessité quotidienne pour maintenir ce mécanisme complexe en état de marche. Vous voyez une trousse de maquillage sur la coiffeuse, vous l'ouvrez mascara, rouge à lèvres, ombres à paupières, des outils d'artiste. Et vous réalisez que chaque matin, elle ne fait pas que se laver, elle dessine le visage avec lequel elle va affronter le monde. Elle crée une image. Et c'est un travail lourd et quotidien. Vous devez sortir. Vous n'avez plus de café. Cette simple tâche ménagère se transforme en opération stratégique. Vous ouvrez l'armoire et vous figez des dizaines de vêtements. Et vous comprenez instinctivement qu'on ne peut pas simplement enfiler quelque chose. Chaque vêtement est ici un code. Vous prenez un jean et un t-shirt. L'option la plus neutre vous semble-t-il. Mais même là, il y a un piège. Le t-shirt serre trop la poitrine. Le jean accentue les hanches. Vous vous sentez nu. Vous essayez de trouver quelque chose de plus ample pour vous cacher. Et à cet instant, vous réalisez que vous avez déjà commencé à penser comme elle. Vous essayez de devenir invisible. La porte de l'immeuble, une bouffée d'air frais, et le monde s'abat sur vous. Auparavant, il n'était qu'une toile de fond. Maintenant, il est le personnage principal, et vous en êtes l'objet sur sa scène. Les sons sont plus forts, les odeurs plus âpres, mais le plus important, les regards. Ils sont ressentis presque physiquement comme un contact. Vous marchez sur le trottoir et votre cerveau enregistre chaque homme que vous croisez. Non pas parce que vous cherchez une menace, mais parce qu'ils vous regardent tous. Un jeune homme avec son lecteur de musique a glissé son regard sur vos jambes. Un homme en costume a fixé votre poitrine. Un vieux balayeur vous a suivi d'un regard long et évaluateur. Ce n'est pas de la luxure. C'est pire. C'est l'habitude du prédateur d'évaluer sa proie. Pour eux, vous êtes un ensemble de chair et d'os, un ensemble de fonctions. Votre personnalité, vos pensées, votre conscience, tout cela n'existe pas. Il n'y a que le corps l'objet. Devant vous, à une cinquantaine de mètres, se tient un groupe de jeunes hommes. Ils rinent bruyamment. Avant, vous seriez passé sans y prêter attention. Maintenant, votre corps réagit avant votre cerveau. Un nœud froid et poisseux de peur naît dans votre ventre. Votre cœur se met à battre plus vite. Vous traversez instinctivement la rue. Vous qui n'avez jamais eu peur d'une bagarre de rue, avez maintenant une peur panique de la moindre agression verbale car, vous comprenez, vous êtes physiquement plus faible et cette connaissance change tout. Le monde n'est plus votre terrain de jeu. C'est un territoire hostile où le danger peut surgir à chaque coin de rue. Et pour la première fois, vous comprenez pourquoi elle demande qu'on vienne la chercher tard le soir. Ce n'est pas un caprice, c'est un instinct de survie. Vous rentrez chez vous vidé non pas par la fatigue physique, mais par une tension émotionnelle colossale. Être un objet est un travail éreintant. Vous verrouillez la porte derrière vous et ressentez un soulagement, la sécurité. Et à ce moment, alors que vous vous détendez, il arrive. Un nouveau coup. Une douleur sourde et lancinante monte du fond de votre ventre. Elle ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Ce n'est pas une douleur de cou ni une douleur musculaire. C'est comme si un mécanisme impitoyable travaillait à l'intérieur de vous, tordant lentement vos entrailles. La douleur se propage dans le bas du dos, irradie dans les jambes. Votre corps devient cotonneux. Ce sont les règles qui commencent. Vous essayez d'appliquer votre logique masculine. Il faut serrer les dents, il faut se distraire. Vous vous asseyez devant l'ordinateur, vous essayez de travailler, mais la douleur est pulsatile, elle s'intensifie et vos pensées s'embrouillent. La concentration est impossible, mais les sensations physiques ne sont que le prélude. L'enfer principal commence dans la tête. Votre monde rationnel et calme explose. Le téléphone qui sonne provoque une crise de rage irrationnelle. Vous avez envie de le briser contre le mur. Une fourchette tombée par terre vous fait verser des larmes, de véritables larmes amères de désespoir et d'impuissance. Vous êtes assis sur le sol de la cuisine, les genoux dans les bras, et vous pleurez sans comprendre pourquoi. Il y a 5 minutes, vous détestiez le monde entier. Maintenant, vous vous détestez vous-même. Votre équilibre hormonal s'est effondré. Votre conscience est dirigée par la biochimie. Vous n'êtes plus le maître de votre esprit. Et à travers le voile de la douleur et des larmes, arrive l'effroyable compréhension. Elle traverse cela chaque mois, année après année. Et malgré cela, elle va travailler, elle sourit, elle prépare le dîner,
et prend soin de vous. Et pour la première fois de votre vie, vous réalisez que le mot force ne signifie peut-être pas du tout ce que vous pensiez. Jour 2, la guerre des reflets. Le matin du deuxième jour commence par une trahison, celle du miroir. Hier, il provoquait le choc. Aujourd'hui, le dégoût. Vous regardez le visage gonflé par les larmes, la peau pâle, les cernes sombres sous les yeux. Ce n'est pas juste de la fatigue, ce sont les séquelles de la guerre biochimique d'hier. Et vous comprenez que vous ne pouvez pas vous présenter au monde tel quel. Un homme peut se permettre d'être mal rasé, chiffonné, fatigué. Cela peut même lui donner une certaine brutalité. Une femme, non. Sa fatigue sera perçue comme un manque de soins, sa pâleur comme un signe de maladie, ou pire de paresse. Vous n'avez pas droit à un mauvais jour car votre visage est votre carte de visite et elle doit être irréprochable. Vous ouvrez à nouveau l'armoire, mais avec une autre tâche en tête. Non pas simplement vous habiller, mais vous construire. Cachez les traces de la bataille. Vous choisissez des vêtements qui masqueront les gonflements. Vous sélectionnez des couleurs qui donneront de la fraîcheur à votre visage. Cela ressemble au travail d'un démineur qui doit désamorcer la bombe de sa propre imperfection. Et cela prend 1 heure. 1 heure de votre vie que vous passiez auparavant à lire les nouvelles ou à planifier votre journée est maintenant consacrée au camouflage. Et vous comprenez que ce n'est pas un acte isolé. C'est le rituel quotidien de millions de femmes, le rituel du caméléon. La visite au supermarché se transforme en expérience sociale. Vous êtes à la caisse, devant vous se trouve une autre femme, et pour la première fois vous la regardez non pas comme un homme regarde une femme, mais comme une femme regarde une femme. Votre cerveau commence automatiquement contre votre volonté à la scanner. Manucure défraîchie, racines à teindre. Sac bon marché, une contrefaçon. Vous êtes horrifié par ces pensées. D'où viennent-elles? Mais vous comprenez, c'est un mécanisme de défense. C'est une façon de vous prouver que vous n'êtes pas pire. Vous remarquez qu'elle vous évalue à son tour. Son regard glisse sur vos mains, vos chaussures. C'est un duel silencieux où vous tentez toutes deux d'occuper un rang plus élevé dans une hiérarchie sociale invisible. Et vous réalisez que l'amitié féminine et la compétition féminine sont les deux faces d'une même médaille, forgées dans la fournaise de la comparaison éternelle. Vous décidez de vous acheter des vêtements pour vous sentir mieux, et vous vous retrouvez dans l'enfer personnel, appelé la cabine d'essayage. Les lampes fluorescentes qui soulignent impitoyablement chaque défaut, le miroir qui semble vous crier votre imperfection. Vous enlevez vos vêtements, et vous vous retrouvez seul face à ce corps nouveau, encore étranger, et il ne vous plaît pas. Un peu trop par ici, un manque de fermeté par là. Vous enfilez une robe qui était si belle sur le mannequin. Sur vous, elle est horrible. Et à cet instant, une vague de haine de soi aiguë et vénéneuse vous submerge. Non pas contre le corps, contre vous-même. Vous vous sentez grosse, vieille, laide. Et vous comprenez pourquoi, pour beaucoup de femmes, le régime et le sport ne sont pas une question de santé, mais une tentative de mériter le droit de s'aimer. C'est la lutte éternelle pour l'approbation du juge le plus sévère soi-même dans le miroir. Le soir, vous rencontrez une amie, c'est-à-dire l'amie de la femme dans le corps de laquelle vous vous trouvez, et vous découvrez un nouveau niveau de communication. Ce que vous dites n'est pas l'essentiel. L'essentiel est ce qu'il y a entre les mots, dans les intonations, les pauses, les soupirs. Elle vous raconte ses problèmes avec son mari, et par vieille habitude masculine, vous essayez de lui donner des conseils. Fais ceci, dis-lui cela. Et vous la voyez se fermer. Vous avez commis une erreur. Elle n'avait pas besoin d'une solution. Elle avait besoin de compassion. Elle avait besoin que vous l'écoutiez simplement et que vous disiez « Je te comprends ». Vous réalisez que la conversation féminine n'est pas un échange d'informations, c'est un échange d'émotions, c'est une synchronisation des états intérieurs. Et vous vous souvenez avec horreur combien de fois vous avez échoué à cet examen avec votre propre femme en essayant de la réparer alors qu'elle avait juste besoin d'être étreinte. En rentrant chez vous, vous croisez votre reflet dans la vitrine d'un magasin et pendant une fraction de seconde, vous vous plaisez. Une bonne lumière, un angle favorable et vous ressentez une piqûre de vanité, un sentiment agréable et chaleureux. Et tout de suite, vous avez honte. Vous, un adulte, vous réjouissez d'un reflet réussi, mais ensuite vous comprenez dans un monde où vous êtes constamment évalué, où votre apparence est une monnaie, apprendre à s'admirer n'est pas du narcissisme, c'est un acte de survie. C'est une façon de se dire « je vais bien » avant que le monde n'essaie de vous prouver le contraire. Jour 3, la carte du nouveau monde. 2 jours de choc et de rejet passent et le calme s'installe.
Vous vous réveillez le matin et pour la première fois, vous ne paniquez pas. Le corps est toujours étranger, mais il n'est plus hostile. Et dans ce silence, un nouveau sentiment naît. La curiosité, une curiosité d'explorateur presque enfantine. Vous verrouillez la porte, éteignez le téléphone. Le monde extérieur n'existe plus. Il n'y a que vous et ce continent inexploré qui vous appartient désormais. Vous vous approchez du grand miroir, mais cette fois sans haine ni peur. Vous le regardez comme une carte géographique. Vous commencez le voyage lentement, prudemment. Vous touchez votre cou, glissez vos doigts vers les clavicules et vous vous figez. Une vague de frissons parcourt votre corps. Légère, chatouillante, mais absolument réelle. Avant, vous pensiez que les zones érogènes étaient des points spécifiques à stimuler. Vous réalisez que c'était le plus grand mensonge du monde masculin. Il n'y a pas de point. Il y a un tissu de sensualité unique, vivant, vibrant, qui recouvre tout le corps. Vos idées masculines sur le sexe ressemblaient au mode d'emploi d'un appareil ménager, alors que vous tenez entre vos mains une partition pour tout un orchestre symphonique. Vous continuez l'exploration et elle se transforme en dialogue. Le corps vous répond. Vous touchez votre ventre et vous sentez naître une sensation de sécurité, de confort. Vous passez vos doigts dans vos cheveux et une vague d'apaisement parcourt votre dos. Vous vous serrez les épaules et vous sentez l'anxiété s'évanouir. Et là, vous comprenez. Vous comprenez pourquoi les câlins sont si importants pour elle. De simples étreintes non sexuelles. Pour vous, c'était un rituel, un prélude à quelque chose de plus grand. Pour elle, c'est un acte de communication autonome. C'est une façon de dire sans mots, tu es en sécurité, je suis là, tout va bien. C'est une façon de recharger ses batteries émotionnelles. Et vous vous rappelez avec horreur combien de fois vous l'avez repoussée lorsqu'elle venait vous étreindre parce que vous n'étiez pas d'humeur pour le sexe. Vous parliez une langue, elle en parlait une autre. Vous vous allongez sur le lit et vous restez simplement là, à l'écoute de vos sensations. Vous sentez le sang pulser dans vos veines. Vous sentez le moindre courant d'air sur votre peau. Votre corps n'est pas juste une enveloppe. C'est un baromètre incroyablement sensible qui réagit au moindre changement de l'environnement. Et vous comprenez pourquoi elle se plaint parfois d'être simplement mal à l'aise. Ce n'est pas un caprice. C'est son corps qui lui signale quelque chose que votre organisme masculin épais et insensible ne remarque tout simplement pas. Un mauvais éclairage, un bruit trop aigu, une odeur désagréable. Tout cela n'est pas pour elle un simple inconvénient. Ce sont de réels irritants physiques qui épuisent pas son système nerveux. Et dans ce silence, dans cette immersion en vous-même, vient la principale découverte du jour. La sexualité féminine est par nature passive et réceptive. Elle ne ressemble pas à la sexualité masculine agressive et conquérante. Elle est comme une fleur qui ne s'ouvre que lorsque l'environnement est chaud, sûr et ensoleillé, et vous entend comme être pour elle ce soleil et ce beau temps. Votre humeur, vos paroles, votre état, tout cela l'influence directement. Vous pouvez être l'amant le plus technique du monde, mais si vous rentrez chez vous en colère, irrité, plein de vos problèmes, vous apportez avec vous le froid et la tempête. Et vous pouvez exiger de la fleur qu'elle s'ouvre autant que vous voulez. Elle ne fera que se refermer encore plus. Vous comprenez que son « je n'ai pas envie » n'est pas un refus de vous, c'est une constatation. Vous n'avez pas créé l'atmosphère dans laquelle elle pourrait s'épanouir. Toute la responsabilité a toujours été sur vous. Jour 4, le sexe de l'intérieur. Le soir arrive et vous vous décidez à franchir l'étape la plus effrayante et la plus importante de cette expérience. Vous allez à un rendez-vous non pour le plaisir, mais pour la connaissance. Vous voulez comprendre jusqu'au bout ce qui se passe en elle dans les moments d'intimité maximale. Vous êtes assis dans un petit restaurant confortable. En face de vous, un homme agréable, intelligent, confiant, et vous commencez à analyser vos réactions en temps réel. Il parle et vous écoutez non seulement ce qu'il dit, mais comment il le dit. Vous captez le timbre de sa voix grave, enveloppant. Il ne parle pas fort et cela vous oblige à vous pencher un peu vers lui, à entrer dans son espace intime. Il vous pose des questions sur vous, sur vos sentiments, vos pensées, et il écoute les réponses. Il n'attend pas son tour pour insérer quelque chose sur lui. Il se plonge réellement dans vos paroles. Et à cet instant, vous sentez un fil invisible se tisser entre vous. La confiance. Votre cerveau, qui était encore occupé à analyser ce matin, commence maintenant à produire de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Vous vous sentez en sécurité. Sa main touche la vôtre accidentellement lorsqu'il vous tend un verre et votre corps réagit instantanément.
mais pas comme vous en avez l'habitude. Ce n'est pas une poussée soudaine de désir dans l'aine. C'est une vague de chaleur qui naît lentement dans la poitrine et se propage dans tout le corps, rendant la peau hypersensible. Vous commencez soudain à percevoir son odeur. Pas son parfum, mais la sienne, son odeur masculine. Et elle agit sur vous comme un calmant et un excitant à la fois. Vous comprenez que l'excitation féminine n'est pas un interrupteur. C'est un feu qui s'allume lentement et il faut y jeter du bois. Attention, respect, tendresse, confiance. Vous vous retrouvez seul. La lumière est tamisée, une musique douce joue. Il ne se jette pas sur vous comme une bête affamée. Il continue de parler. Il vous regarde dans les yeux, il caresse votre main. Il crée un cocon de sécurité dans lequel vous pouvez vous permettre de vous détendre. Et vous réalisez que pour une femme, les préliminaires ne sont pas les 5 minutes avant l'acte principal. Les préliminaires ont commencé au restaurant. Ils sont dans chacun de ses mots, dans chacun de ses regards. Ils sont toute l'atmosphère qu'il a créée pour vous. Et quand il vous embrasse, enfin votre corps est déjà prêt. Il lui fait déjà confiance, il le désire déjà. Et ce qui se passe ensuite efface toutes vos anciennes idées sur l'intimité. Vous comprenez que le sexe pour une femme n'est pas de la gymnastique, c'est un dialogue. Chacune de ces touches est une phrase. Chacun de vos mouvements de réponse est une réplique. Vous sentez quand il est doux, quand il est passionné, quand il veut vous donner du plaisir à vous. Et vous réalisez pourquoi le sexe mécanique basé sur des instructions ne fonctionne jamais. C'est comme réciter de la poésie avec expression sans en comprendre le sens. La forme est là, mais le fond manque. Et vous comprenez pourquoi la simulation de l'orgasme n'est pas une tromperie de l'homme. C'est l'acte de désespoir d'une femme qui n'a pas réussi à atteindre son partenaire, qui n'a pas pu lui expliquer qu'elle n'avait pas besoin d'un ensemble de techniques, mais d'une présence émotionnelle. C'est précisément ici à ce point que l'on peut se souvenir des idées de Carl Jung sur la fusion du principe masculin et féminin. Il décrivait cela comme un processus psychologique abstrait, mais vous le ressentez physiquement. L'orgasme, quand il arrive, ne ressemble pas à un court-circuit, à une libération de tension. Il ressemble à une vague océanique. Elle naît quelque part au plus profond de votre être, grandit lentement, prend de la force puis vous soulève, vous emporte et vous submerge complètement, effaçant votre moi. Pendant quelques secondes, vous cessez d'exister en tant qu'individu séparé. Vous êtes lui, vous êtes la musique, vous êtes l'univers. Et quand la vague se retire, elle laisse derrière elle, non pas le vide, mais un incroyable sentiment de paix et d'unité. Et vous comprenez que derrière cette vague peut en venir une autre. Et encore une. Et ce n'est pas un tour de magie, mais la conséquence naturelle d'une confiance émotionnelle et physique totale. Vous comprenez quel cadeau elle vous fait chaque fois qu'elle vous laisse vous approcher ainsi. Jour 5, le dialogue silencieux. Vous vous réveillez ce matin avec un sentiment différent. Quelque chose s'est ouvert en vous après l'expérience émotionnelle et physique d'hier. Un nouveau canal de perception. Vous vous rendez à la cuisine. Votre colocataire, l'ami de la propriétaire de ce corps, vous souhaite un bonjour. Et vous n'entendez pas seulement les mots. Vous entendez sa fatigue, son anxiété cachée pour son fils, sa solitude. L'information se déverse directement en vous, court-circuitant les filtres de la logique. Vous savez tout simplement. Votre cerveau panique, comment? Mais votre corps, votre nouveau corps de femme, est calme. Pour lui, c'est normal. Vous vous dirigez au travail. Vous montez dans l'ascenseur avec votre patron. Il parle de la météo, mais vous ressentez sa peur panique face au conseil d'administration imminent. Il sourit, mais derrière ce sourire, vous voyez la panique d'un petit garçon. Soudain, vous commencez à voir, non pas les masques sociaux, mais ce qui se cache derrière. Votre intuition est aiguisée à l'extrême. Mais maintenant, vous comprenez que ce n'est pas de la magie. C'est le résultat de votre cerveau qui a basculé de l'analyse des faits à l'analyse des états intérieurs. Vous captez des milliers de micro-signaux que vous ignoriez auparavant. La tension dans les épaules, un tremblement à peine perceptible dans la voix, le regard fuyant. Vous êtes devenu un détecteur de mensonges et d'émotions cachées. Et cette connaissance se révèle un lourd fardeau. Vous ne pouvez plus vivre dans le monde simple et clair des mots. Vous vivez dans un monde complexe et multidimensionnel de sous-textes. Et vous la comprenez enfin, elle. Vous vous souvenez de toutes les fois où elle vous disait « Je n'aime pas ton ami ». Vous vous fâchiez, argumentiez, apportiez des preuves, et elle répondait simplement « Je sens que c'est une mauvaise personne ». Et 1 an plus tard, cet ami vous trahissait. Vous pensiez que c'était une coïncidence. Maintenant, vous comprenez.
Elle a vu sa pourriture dès la première rencontre. Elle a décodé ce qui était caché derrière son large sourire et son costume coûteux. Vous êtes assis à votre bureau et vous sentez une vague de tristesse vous envahir. Elle est sans raison apparente, croyez-vous. Puis vous réalisez votre collègue au bureau voisin vient de recevoir un message et est bouleversée. Elle est silencieuse, mais son émotion est si forte qu'elle crée un champ autour d'elle. Et vous êtes tombé dans ce champ. Vous comprenez que la femme n'est pas seulement un générateur d'émotions, mais aussi un récepteur. Elle est comme une éponge qui absorbe l'état de ceux qui l'entourent. Et vous réalisez pourquoi, après avoir rencontré certaines personnes, elle rentre à la maison vidée. Elle a simplement avalé leur négativité. Et vous lui disiez, ne t'en fais pas. C'est comme dire à quelqu'un sous la pluie, reste simplement au sec. Et le soir, c'est la révélation finale de la journée. Vous appelez votre mère, c'est-à-dire la mère de la propriétaire de ce corps, et simplement au premier « Allô ?» vous comprenez qu'il lui est arrivé quelque chose. Vous commencez à poser des questions et elle répond « Tout va bien, mon fils », mais vous ne croyez plus les mots. Vous entendez sa douleur et vous continuez à lui parler doucement, prudemment, et après 20 minutes, elle craque et vous parle de ses problèmes de santé. Et vous comprenez la nature des soins féminins. Ils ne sont pas fondés sur la logique, mais sur cette hypersensibilité. Elle ressent votre douleur même lorsque vous essayez de la cacher. Et son inquiétude pour vous n'est pas une tentative de contrôle. C'est son radar qui a capté un signal de détresse et elle ne peut pas l'ignorer. C'est sa nature. Jour 6, le combat contre le plafond de verre. L'équateur de la semaine de travail arrive. Vous vous sentez plus confiant dans ce nouveau corps. Votre intuition tourne à plein régime et vous avez une idée de projet qui vous semble géniale. Vous avez passé la nuit à préparer la présentation, à vérifier les chiffres, à affûter les formulations. Vous entrez dans la salle de réunion avec le sentiment que vous allez soulever des montagnes. Vous êtes habitué au fait que dans le monde masculin, une bonne idée est un atout maître. Si vous l'avez, vous avez gagné. Vous commencez à parler et dès la première minute, vous sentez que quelque chose ne va pas. 5 hommes sont dans la pièce et aucun d'eux ne vous regarde dans les yeux. L'un regarde par la fenêtre, un autre son téléphone. Votre patron regarde votre décolleté. Leurs corps sont là, mais leur conscience est loin. Ils n'écoutent pas. Ils attendent que vous ayez fini de parler. Ce n'est pas une ignorance agressive. C'est pire. C'est une dévalorisation calme et assurée. Vous êtes pour eux un fond sonore agréable, un bourdonnement qu'il faut endurer avant que la conversation sérieuse ne commence. Vous essayez de percer ce mur. Vous haussez la voix, vous commencez à gesticuler et vous les voyez échanger des sourires en coin. L'hystérique. Vous avez commis une erreur tactique, vous avez montré de l'émotion. Dans le monde masculin, c'est un signe de faiblesse. Vous vous embrouillez, perdez le fil et terminez rapidement votre présentation. Un silence gênant s'installe. Le patron prononce une phrase banale. « Merci, nous allons y réfléchir ». Et il s'adresse immédiatement à votre collègue, un homme. « Et toi, qu'est-ce que tu as ?» Et toute la pièce s'anime instantanément. Tous le regardent, les coudes en posant des questions. Et c'est là que le pire se produit. Ce collègue s'approprie votre idée mûrement réfléchie toute la nuit. Il la raconte avec ses propres mots, changeant légèrement les accents, et tout le monde l'écoute bouche bée. Le patron lui tape sur l'épaule et dit « Voilà ça, je comprends. Excellente idée. Occupe-toi de ça. » Et vous êtes assis à la table comme si vous n'existiez pas. Vous êtes un espace vide, votre intellect, votre travail, votre temps. Tout cela a été approprié et dévalorisé en 5 minutes sous vos yeux, et vous ne pouvez rien faire. Si vous commencez à crier maintenant que c'est votre idée, vous ne ferez que confirmer leur opinion de vous, comme d'une femme déséquilibrée. Vous quittez la salle de réunion, tremblant non pas de vexation, mais de rage impuissante. Vous avez compris dans votre propre chair au niveau cellulaire ce qu'est le plafond de verre. C'est un mur invisible construit de sourires condescendants, de regards lubriques et de la certitude des hommes que ce monde est le leur. Et vous comprenez pourquoi il y a si peu de femmes au poste de direction, non pas parce qu'elles sont moins intelligentes, mais parce que ces batailles épuisent une quantité colossale d'énergie psychique. Vous devez être non seulement intelligente, mais une stratège, une guerrière, une psychologue, juste pour faire entendre votre pensée à la conscience masculine. Et vous vous souvenez de toutes les pestes et des dames de fer que vous avez rencontrées dans votre vie, et une vague de honte vous submerge pour avoir pensé ainsi d'elles. Vous réalisez que leur dureté, leur agressivité, leur armure, ce n'est pas un trait de caractère,
Ce sont des cicatrices. C'est un mécanisme de défense élaboré au fil de centaines de réunions comme celle-ci. C'est la seule façon de survivre dans un monde qui essaie de vous faire taire. Et vous réalisez que votre privilège masculin n'est pas l'argent ni la force. C'est le droit d'être écouté par défaut. Un privilège que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. Jour 7, le retour et la lucidité. Vous vous réveillez sous un rayon de soleil sur votre visage. Et quelque chose ne va pas. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes dans votre lit. Vous regardez vos mains grandes fortes avec des veines et des poils. Vos mains. Vous vous asseyez et ne sentez plus cette lourdeur dans la poitrine. Vous vous levez et votre centre de gravité est à sa place. Vous allez à la salle de bain et dans le miroir, c'est vous qui vous regardez. L'expérience est terminée. Vous êtes de retour. Le premier sentiment est l'euphorie, la liberté. Vous passez la main sur votre barbe de 3 jours et ressentez un soulagement incroyable. Vous êtes à la maison dans votre corps. Vous sentez sa force, sa fiabilité, sa simplicité. Mais après quelques minutes, l'euphorie s'estompe et un autre sentiment arrive. Un sentiment de perte. Le monde a perdu de son éclat. Vous regardez la fleur sur le rebord de la fenêtre et vous ne voyez qu'une fleur, un objet. Vous ne ressentez plus sa fragilité, sa soif de vie. Vous mettez de la musique et n'entendez qu'un ensemble de sons. Vous ne ressentez plus l'émotion que le compositeur y a mise. Votre récepteur hypersensible a été éteint. Le monde est redevenu bidimensionnel plat comme une carte. Vous avez retrouvé votre force, mais vous avez perdu la profondeur. Vous tournez la tête. À côté recroquevillé dort votre femme et vous vous figez, car vous la voyez pour la première fois. Non pas comme une épouse, une amante ou la mère de vos enfants. Vous la voyez comme un être humain qui vient de rentrer de la guerre, de cette même guerre où vous n'avez passé que 6 jours et avez failli devenir fou. Et elle y vit toute sa vie. Vous regardez son visage et vous vous souvenez de tout. Vous vous souvenez de la peur animale dans la rue sombre et vous comprenez le prix de sa confiance lorsqu'elle vous suit n'importe où. Vous vous souvenez de l'humiliation dans la salle de réunion et vous comprenez d'où lui vient cette incroyable force intérieure. Vous vous souvenez de la douleur qui tord les entrailles et vous comprenez que son sourire pendant ses règles est l'équivalent d'un exploit. Vous vous souvenez de son corps fragile, mais si sensuel, et vous comprenez que son orgasme entre vos mains n'est pas votre victoire, mais son don, le don de sa confiance totale. Vous ne voyez plus devant vous une créature complexe qu'il faut comprendre. Vous voyez devant vous une héroïne incroyablement résiliente, sensible, sage et forte. Sa force n'est pas dans ses muscles. Sa force est dans sa capacité à endurer ce monde, à transformer sa douleur en amour, en attention et en beauté. Et ce que vous appeliez auparavant ses faiblesses, ses larmes, ses émotions, son besoin de protection, vous le voyez maintenant sous son vrai jour. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont les ports de connexion à son incroyable profondeur humaine. Et vous avez passé toute votre vie à essayer de les fermer au lieu de vous y connecter. Vous tendez lentement la main craignant de la réveiller et vous lui ôtez une mèche de cheveux de la joue. Et cette simple caresse est remplie pour vous d'un sens illimité nouveau. Vous ne voulez plus la comprendre. Vous ne voulez plus la réparer. Vous voulez la protéger. Et à cet instant, vous comprenez que 7 jours dans sa peau ne vous ont pas transformé en femme. Ils vous ont transformé en homme, un vrai, car la véritable force masculine n'est pas de dominer, mais de créer un monde où sa force et sa sensibilité peuvent s'épanouir pleinement. J'ai partagé cette expérience de pensée avec vous. Et maintenant, la question principale est pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.